Alors, pour des fins éducatives, nous allons enregistrer la partie de l'atelier qui sera théorique. Les discussions ne seront pas enregistrées. Donc, on veut quand même vous aviser de cette dimension-là. Donc, vous avez la liberté d'être visible à vos écrans, d'avoir un pseudonyme si vous voulez. Et on vous assure que vos interventions ne seront pas dans le contenu qui sera distribué. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous pouvez écrire votre OK dans le clavardage, nous montrer un petit signe. Merci beaucoup. Alors, je vous présente ici un pantin qu'on aime beaucoup. Merci Martin, merci Monia. Qui est un outil éducatif très important pour nous à Franco-Queer. C'est le pantin de la diversité sexuelle et de genre, et on va réviser ensemble les 4 composantes de l'identité. Alors, nous pensons en fait que il y a différents aspects dans la diversité sexuelle et de genre. Donc, les 4 dimensions de la diversité et la diversité sexuelle et de genre sont l'identité de genre qui est identifiée au niveau de la tête. Excuse-moi, Marie-Evelyne, on est encore sur la première diapo. Oh, je suis vraiment désolée. Je vais corriger ça tout de suite. Merci. D'accord. Je vous en prie. Alors, je vais vous partager. OK. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Excellent. Alors, vous avez en fait la composante de l'identité de genre qui est identifiée au niveau du cerveau, en fait, parce que l'identité de genre est une expérience identitaire, donc qui intègre notre réflexivité, notre sentiment d'identité. Donc, c'est pour cette raison que nous avons utilisé cette identification-là. L'attirance, qui est en fait représentée par 2 cœurs, parce qu'on a l'attirance sentimentale et l'attirance sexuelle. Le sexe assigné, donc c'est le sexe que l'on reconnaît dans le système médical, par exemple, à la naissance. Et puis, on a l'expression de genre, on voit en fait une personne s'observer à l'intérieur d'un miroir, et il y a un reflet aussi qui est renvoyé. C'est la manière dont une personne va exprimer son identité de genre, qui peut être différente de son sexe assigné et qui peut être différente de son orientation sexuelle. Alors, on va essayer de mieux comprendre ces éléments-là. Alors, on avait vu une petite identification qui est le sexe assigné sur notre pantin. Alors, le sexe assigné à la naissance, c'est celui qui nous fait reconnaître à la naissance dans un système normatif qu'on a une personne qui est née femme ou fille, homme ou garçon, mais un aspect auquel on n'est pas toujours familier, c'est qu'il existe aussi les personnes intersexes. Donc, la classification biologique d'une personne lui assignant le plus souvent le sexe et le genre masculin ou féminin sur la base d'une évaluation visuelle de son anatomie externe à la naissance. Sauf qu'on sait que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe pour tout le monde. Certaines personnes ne se sentent pas en harmonie avec leur sexe assigné et leur identité de genre. Et on va essayer de mieux comprendre comment cette dimension-là s'exprime. Pour les personnes intersexes, vous avez le drapeau des personnes intersexes. Ce sont les personnes dont les caractères sexuels primaires à la naissance ne répondent pas aux critères médicaux du sexe féminin ou masculin. Donc, ce sont des variations biologiques naturelles qui se produisent dans 1,7% des naissances. Une personne diadique, c'est une personne qui n'est pas intersexe. Ce qui est assez déplorable, c'est qu'il y a eu beaucoup de chirurgies pendant plusieurs années qui ont été effectuées sur de très jeunes enfants en fonction du sexe qui semblait être le plus visible au niveau des personnes intersexes, mais
il peut arriver que ces opérations-là ne sont pas en concordance avec l'identité de genre ressentie et vécue par la personne. Et ce sont aussi des opérations qui peuvent créer de grands traumatismes physiques, émotionnels, et certaines recherches les associent même à une certaine oppression vers les personnes intersexes. Au niveau de l'identité de genre, c'est la sensation intérieure et profonde d'être homme, d'être femme, d'être à la fois homme et femme, ou d'être, ça c'est très important parce que cette nuance n'est pas toujours prise en considération, ni l'un ni l'autre. Certaines personnes ne veulent pas être désignées ou se catégoriser à l'intérieur d'une identité de genre, ou bien se situer quelque part le long du spectre du genre. Donc, on peut comprendre ici que l'enjeu est d'autant plus important dans le développement d'un jeune, d'une jeune personne, puisque effectivement, on peut présumer comme parents, adultes, éducateurs, que la personne qui se forge par rapport à son identité de genre ou son orientation sexuelle est en processus, mais on est conscient que dès 3 ans, les jeunes personnes et les enfants sont en train de mieux considérer leur identité de genre et sont capables aussi de définir comment elles peuvent s'identifier par rapport à la société. Bien souvent, les enfants ou les jeunes qui ne s'expriment pas dans l'identité de genre qui leur correspond le mieux ne le font pas aussi si c'est quelque chose qui est vécu profondément et intériorisé, parce que les contextes sociaux, les contextes éducatifs représentent des modèles normatifs qui sont très loin de la possibilité pour eux de s'identifier, de s'exprimer. D'où l'importance de mettre à disposition des jeunes dans les écoles, dans nos foyers, dans les milieux communautaires, une diversité de représentations identitaires pour permettre aux jeunes de se sentir à l'aise, d'explorer et de se reconnaître dans une identité de genre qui lui correspond le mieux. Alors, quelques définitions par rapport à l'identité de genre. Donc, une personne cisgenre, je me suis définie comme telle tout à l'heure, et c'est surtout pour reconnaître aussi l'expertise et les connaissances et les savoirs qu'une personne trans et non-binaire peut nous apporter à l'intérieur de nos communautés, mais à l'intérieur aussi de ses formations. Donc, c'est une personne dont le genre correspond à celui qui lui a été assigné à la naissance. Par contre, une personne transgenre, donc on peut dire une personne trans, c'est la personne dont le genre ne correspond strictement pas à celui qui lui a été assigné à la naissance. Et c'est aussi un terme parapluie parce qu'il y a plusieurs expressions identitaires à l'intérieur de l'identité transgenre, mais il y a aussi plusieurs orientations sexuelles possibles à l'intérieur de l'identité transgenre, comme c'est le cas pour les personnes cis ou comme c'est le cas pour les personnes hétérosexuelles. Donc, dans ce terme parapluie, on a les femmes trans, ou on peut dire une personne transféminine. C'est une personne qui s'identifie comme femme ou personne féminine, à qui on avait assigné le sexe masculin à la naissance. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on fait la différence. On peut se définir comme femme ou comme personne. Et il y a un ensemble de nuances au niveau de cette nouvelle appellation parce qu'une personne peut ne pas vouloir être catégorisée comme femme, mais peut se sentir représentée dans des caractéristiques féminines. Un homme trans ou une personne trans masculine est une personne qui s'identifie comme homme ou personne masculine à qui on avait assigné le sexe féminin à la naissance, et vous avez le drapeau des personnes trans et non-binaires, mais particulièrement aujourd'hui même dans le drapeau progressiste, si vous l'avez observé autour de vous, c'est le drapeau avec les couleurs de l'arc-en-ciel où on a aussi le drapeau trans qui est intégré parce que même dans la communauté LGBTQIA2+, et dans les luttes qui ont eu lieu pour la valorisation et la représentation des différentes identités, les personnes trans et non-binaires étaient souvent invisibilisées, encore invisibilisées aujourd'hui sur leurs enjeux très
propres auxquels on doit accorder de l'importance. Donc, on a réintégré ce drapeau pour mettre davantage en lumière ces identités. Alors, une personne non binaire, alors vous avez un drapeau ici, c'est donc une personne dont l'identité de genre se situe en dehors du modèle de genre strictement binaire homme-femme. Alors, on avait vu tout à l'heure dans l'identité de genre qu'on avait des curseurs et que à travers ces curseurs, on peut, comme être humain, se situer un peu plus vers une identité féminine, un peu moins vers une identité masculine, mais quand même dans l'identité masculine, et puis se situer aussi dans une identité qui est ni homme ni femme. Ça peut exister de façon imbriquée, donc toutes ces caractéristiques-là peuvent exister à l'intérieur d'une même personne dans son identité ou de façon séparée. Alors, seule la personne qui vit et qui se définit comme telle peut nous aider à mieux comprendre sa réalité si elle le souhaite en s'auto-identifiant. Donc, on ne peut pas présumer, même si on a une personne trans qui s'affirme devant nous, une personne non-binaire, que son identité va s'exprimer exactement comme celle d'une autre personne trans ou celle d'une autre personne non-binaire. Alors, c'est important d'être conscient de ces nuances-là. Une personne de genre fluide, c'est une personne dont l'identité de genre peut changer au cours du temps entre n'importe quelle combinaison de genre. Et ça peut être 2 ou plus. Et donc, ces personnes de genre fluide sont incluses dans la non-binarité et cette identité-là peut s'exprimer aussi de différentes manières. Et les personnes genderqueer ou genre queer, ce qui est un anglicisme, désigne une identité de genre qui n'est ni masculine ni féminine et en dehors du modèle de genre binaire homme-femme. Alors, ça peut être nouveau pour certaines d'entre vous, ça peut être très précis aussi et ça peut au début peut-être nous interpeller, mais ce qu'il y a d'intéressant par rapport à ces informations-là, c'est qu'elles sont là pour nous guider, pas pour nous décourager et que habituellement, on peut entrer en communication bienveillante avec les personnes concernées qui peuvent nous aider à mieux les situer, mieux les identifier, mieux entrer en relation avec elles. Donc ça, c'est un travail en fait de collaboration qu'on peut avoir avec les jeunes, les personnes qui nous sont chères, et puis apprendre à mieux comprendre les différentes nuances ensemble. Et les personnes à genre, donc, ce sont des personnes qui s'identifient à aucun genre spécifique. Et ça, c'est important, les deux drapeaux qui sont représentés ici, c'est le travail aussi exhaustif de la reconnaissance de minorités à l'intérieur de minorités. Donc, ce sont les personnes bispirituelles, personnes autochtones d'Amérique du Nord qui incarnent à la fois un esprit féminin ou masculin, ou un esprit féminin et masculin, et dans l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou l'identité spirituelle n'est pas limitée à la binarité masculin-féminin. Et on sait qu'à l'époque précoloniale, dans les communautés autochtones, c'était des identités qui étaient reconnues et les personnes qui portaient ces identités avaient un pouvoir politique, une reconnaissance communautaire et elles avaient aussi des responsabilités à l'intérieur des différentes communautés. La présence de l'Église catholique et la colonisation ont effacé ces identités en partie dans leur représentation. Aujourd'hui, les personnes autochtones et les communautés LGBTQIA2+, grâce aux luttes des personnes autochtones, font le travail réflexif et font le travail aussi pour mieux représenter ces identités à l'intérieur des communautés LGBTQIA2+. Alors, je vais maintenant vous céder un peu la parole. J'aimerais vous entendre par rapport à la façon dont on perçoit l'identité de genre d'une personne. Comment la société ou comment vous percevez-vous l'identité de genre à l'intérieur de vos milieux professionnels, à l'intérieur de vos écoles, à l'intérieur de vos milieux communautaires? Comment on peut définir qu'une femme, qu'une personne
s'identifie comme femme dans son expression de genre, comme homme ou bien comme personne non binaire. Est-ce que c'est possible? Et ça ne veut pas dire... donc, l'expression de genre, c'est l'apparence habituellement associée à un genre. Ça ne veut pas dire que c'est ce que la personne vit intérieurement dans son identité, mais nous avons tendance à juger comme être humain à partir de caractéristiques. C'est un peu normal, mais en être conscient peut nous aider aussi à évoluer dans nos façons de faire. Donc, le genre peut être exprimé entre autres par le comportement, l'habillement, la coiffure, les inflexions de la voix et le langage corporel. Au niveau de l'attirance sexuelle, les sentiments d'attraction ou son absence que ressent une personne envers d'autres personnes. Donc, c'est pour la dimension du pantin qui porte sur les cœurs. Et en fait, aussi pour les personnes trans et non-binaires, cette attirance sexuelle, elle peut s'exprimer comme pour nous tous, nous toutes, de différentes manières. Directement vers une femme, vers un homme, vers d'autres genres, un peu plus vers une femme, un peu plus en partie vers un homme, complètement vers un autre genre, tout ça ensemble ou tout ça de façon différente. Et il faut se rappeler aussi que l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ce sont des caractéristiques qui peuvent évoluer tout au long de la vie. Alors, ça aussi, c'est aussi propre à l'être humain de pouvoir s'approprier son identité et sa diversité sexuelle à travers un cheminement. Donc, qu'on ait 3 ans, qu'on ait 99 ans, il peut avoir un processus et c'est important de le reconnaître et de reconnaître les personnes qui se définissent et qui veulent être comprises dans cette dimension-là, car elles seules savent où elles se situent. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ces personnes-là ne vivent pas quelque chose qui est réel et profond pour elles. Et on a aussi l'attirance sentimentale dont on ne parle pas souvent parce qu'en plus de l'attirance sexuelle, il y a aussi une autre dominante dans ce qui nous pousse, l'élan qui nous pose vers un autre individu, d'autres individus. Ce sont les sentiments d'attraction émotionnelle, romantique, intellectuelle, amoureuse et ou spirituelle. Et on peut être attiré sentimentalement encore vers une personne du même sexe ou de la même identité de genre ou une personne de l'identité de genre ou du sexe opposé ou pour une personne de notre genre, mais on peut aussi être attiré sentimentalement d'une certaine manière, de certaines manières et sexuellement de d'autres manières. Donc, l'attirance sentimentale et l'attirance sexuelle peuvent cohabiter de façon relativement harmonieuse, mais elles peuvent exister aussi différemment. Et cette nuance-là, elle n'est pas souvent mise en évidence, mais elle est tout à fait réelle aussi pour bon nombre d'individus. Alors, pour terminer, en résumé, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a une diversité d'expressions au niveau de l'identité de genre. Elle peut évoluer selon l'âge, elle peut évoluer selon le contexte, elle peut s'orienter vers les hommes, vers les femmes, vers d'autres genres. L'attirance sexuelle et l'attirance sentimentale s'expriment aussi de manière très nuancée. Et pour le sexe assigné, en plus du sexe assigné femme, fille, homme, garçon, on a les personnes intersexes qui existent. Et au niveau de l'expression de genre, je pense qu'on a bien compris qu'elle peut s'exprimer de multiples façons. Donc, en résumé, on est des êtres humains avec une telle diversité, une telle richesse. Et il faut aussi comprendre que l'identité de genre n'est pas nécessairement corroborée à l'expression de genre. On en a parlé, donc on peut vivre une identité de genre et s'exprimer d'une autre façon pour différentes raisons. On peut aussi comprendre que l'attirance vers un sexe, vers un genre, ne se définit pas nécessairement en fonction de l'identité de genre qui est perçue. Donc, en résumé, encore une fois, l'auto-identification, la meilleure compréhension de soi
est un aspect important pour pouvoir se définir au niveau de son identité de genre et de son orientation sexuelle. Il est évident que lorsque l'on accompagne des jeunes personnes, on est consciente qu'elles se posent beaucoup de questions, elles sont dans un processus de maturité aussi, mais on a plusieurs ressources dans nos milieux et on encourage les parents et les personnes tutrices à aussi demander des ressources pour accompagner les jeunes, pour les aider à explorer leurs identités et pour se sentir pleinement épanouis dans les identités qu'elles vivent, qu'elles veulent vivre, mais aussi de se sentir épanouies si elles sont en questionnement, parce que être en questionnement, ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, et on peut être en questionnement à une certaine période de la vie, ou même tout au long de la vie, c'est tout à fait valable et valide. L'important, c'est d'avoir du soutien et du respect dans notre cheminement. Alors, on va maintenant passer au processus de dévoilement. Donc, c'est une partie, en fait, qui va nous demander une certaine ouverture, je pense, si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, mais c'est quelque chose qui peut être vécu à travers nos expériences professionnelles comme enseignants-enseignantes et même comme personnes alliées dans nos milieux, auprès de nos jeunes, etc. Donc, qu'est-ce que c'est le dévoilement? On le nomme souvent coming out. Donc, c'est un processus d'identifier et de révéler son identité sexuelle et de genre. Alors, ce qu'on aimerait vous faire prendre conscience, c'est que cette présentation-là est plutôt schématique, mais elle nous permet de nous situer. Cependant, le dévoilement et le processus de dévoilement ne suit pas exactement toujours un ordre linéaire. Et on peut faire des avancées et on peut reculer et on peut s'arrêter, on peut être en questionnement, etc. Donc, dans le coming out, souvent, on utilise souvent ce terme-là, la sortie du placard. On encourage les personnes à le faire si elles se sentent en sécurité. On a même une journée pour le coming out ici au Canada. Mais avant le dévoilement, en fait, il y a une étape importante qui s'appelle le pré-dévoilement et c'est l'acceptation de sa propre identité. Une personne trans ou non-binaire va d'abord avoir à s'accepter, se reconnaître, se sentir en sécurité ou en partie en sécurité avec la découverte qu'elle va faire d'elle-même pour ensuite se présenter et s'affirmer dans son identité sexuelle et de genre, peut-être souvent en petits groupes d'abord, avec des personnes proches, avec les membres de leur famille, et puis ultimement dans le milieu professionnel, le milieu scolaire, etc. Et dans le dévoilement, comme on le voit dans la partie au centre, c'est la communication de son identité réelle auprès de sa famille et de ses amis. Alors, vous avez déjà l'idée, juste entre le pré-dévoilement et le dévoilement, de la charge émotionnelle que cet exercice peut demander pour des personnes qui sont très rarement représentées dans les médias, des personnes qui sont très rarement représentées dans les milieux professionnels, même comme enseignants-enseignantes. Donc, exister dans cette identité qui est perçue dans la cis-normativité ou le cis-sexisme est une démarche très exigeante. Après la communication auprès de la famille et des amis, on a un processus qu'on parle d'une personne ouvertement assumée. Donc, c'est vivre sa vie sans cacher son identité dans tous les aspects de sa vie. Et là encore, pour les personnes trans et non-binaires, et cette définition d'être out, comme on le dit communément, c'est pas tout à fait fidèle à la réalité, parce qu'une personne trans et non-binaire va avoir, et même pour la plupart des personnes LGBTQIA2+, elles vont avoir à faire un coming out
régulièrement, qu'on change de nouveau milieu professionnel, qu'on entre dans une nouvelle communauté, qu'on change d'école, qu'on soit dans un nouveau processus éducatif, qu'on tombe amoureux, amoureuse, il va falloir se dévoiler et s'assumer aussi. Le terme s'assumer est plus ou moins valable puisque ce n'est pas la personne à s'assumer. La personne est ce qu'elle est, qui elle est, mais c'est les systèmes oppressifs autour d'elle qui l'obligent à avoir à faire cet exercice. Donc ce processus-là est important, il est délicat, parce que dans ces périodes d'acceptation-là, le soutien social et le soutien émotionnel est extrêmement important. Et qui nous donne un soutien social et un soutien humain habituellement, ce sont les personnes qui sont proches de nous, donc nos amis, nos parents, notre famille, nos collègues de travail. Et si la réaction est négative, cela va avoir non seulement un impact majeur sur le sentiment de bien-être et la santé mentale des personnes trans et non-binaires, mais aussi ça va peut-être créer des effets dans la volonté de s'exprimer, de s'approprier son identité. Alors, ce qui représente de façon plus fidèle le processus de dévoilement, plutôt que de dire qu'on est arrivé à la fin du chemin, c'est de se rappeler, et c'est important comme personne qui soutenons, comme personne alliée, comme personne concernée, que c'est un processus continu. Donc, il y a le pré-dévoilement, donc l'acceptation de sa propre identité, mais après, avant de se dévoiler, de vouloir s'affirmer, de faire son coming out, de faire son dévoilement, on va évaluer à chaque fois le niveau de sécurité. Est-ce qu'il y a des risques de violence envers les personnes trans et non binaires? Est-ce qu'elles vont être moquées? Est-ce qu'elles peuvent perdre leur emploi? Est-ce qu'elles peuvent être isolées, exclues de la salle de classe? Alors, c'est des enjeux réels au quotidien pour les personnes trans et non binaires. Le dévoilement, donc la communication de son identité réelle aux personnes évaluées non dangereuses. Et là, on dit aux personnes évaluées non dangereuses parce que ce n'est pas parce qu'on a présumé qu'elles seront non dangereuses que tout va bien se passer nécessairement. On a vu dans des situations de coming out que les amis étaient entourés de personnes les membres de la famille connaissaient des personnes trans ou non-binaires ou des personnes de la diversité LGBTQIA2+, mais quand est venue la réalité qui touchait directement leur famille, que c'était leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, la capacité d'acceptation était ébranlée. Donc, c'est important d'être conscient et je vous encourage à en être conscient aussi et en parler autour de vous. Vous avez parlé que vous amorciez des processus pour déconstruire certains stéréotypes, certaines conceptions autour du genre. Mais ce sont des exercices extrêmement importants pour chacune d'entre nous, puisque ça peut réduire les stéréotypes, les biais, les préjugés que l'on a lorsque l'on va se retrouver dans une situation de dévoilement. Et puis, après le dévoilement, il y a une nouvelle situation. Donc, il y a en fait l'introduction d'une nouvelle personne ou d'une personne qui n'a pas été encore touchée par le dévoilement. Donc, chaque fois qu'une personne trans et non-binaire va faire son coming out et qu'elle va se sentir relativement en sécurité après avoir été exposée à différentes réalités dans son milieu, chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle personne qui s'intègre au cercle, elle va se reposer la question et refaire le processus d'évaluation de sécurité. Donc, c'est pour mieux comprendre la charge émotionnelle, la charge psychologique, la charge de violence qui entoure les personnes trans et non-binaires, et ces charges-là se situent dans la cis-normativité, le cissexisme, la transphobie. Donc, nous avons un rôle d'allié pour alléger
ces processus-là. Ce n'est pas la personne trans et non-binaire qui a à nous convaincre de la validité de son identité. Mais c'est à nous de faire notre travail d'allier, notre travail de personnes concernées pour alléger tous ces processus-là en nous éduquant comme on est en train de le faire aujourd'hui, en nous exposant à des discussions, en nous exposant à des modèles qui peuvent transformer nos conceptions des choses. Alors, l'impact de l'entourage est important. C'est ce qui a été nommé tout au long de ce que je viens de vous présenter. Environ 50% des jeunes LGBTQIA+ évitent de faire leur coming out de peur des réactions de leur entourage. Et on sait que les effets du coming out sur la santé peuvent dépendre davantage des réactions des parents que de la divulgation elle-même. Donc, la première expérience de dévoilement et de coming out qui va être faite en famille va, dans bien des situations, déterminer la suite de l'épanouissement des personnes trans et non-binaires. Alors, on sait que s'il y a eu des réactions extrêmement puissantes et vives, bien sûr, on peut toujours cheminer ensemble, mais il peut avoir un effet traumatique qui va affecter le reste du cheminement de la personne. Donc, on a un rôle extrêmement important à jouer comme famille, comme parents et comme milieu pour permettre aux jeunes trans et non-binaires de pouvoir poursuivre leur cheminement avec une certaine sérénité. Les personnes LGBTQIA2+, représentent entre 25 et 40% des jeunes vivant dans la rue. Alors, on peut imaginer que si le foyer, le milieu familial n'est pas accueillant, ces personnes-là vont avoir à quitter dans des conditions extrêmes leur milieu, leur réseau social, leur réseau de soutien, et ça va aussi affecter leur cheminement tout au long de leur vie. Alors, on va faire un petit travail maintenant ensemble par rapport aux mythes aux réalités. Alors, on va vous donner la parole. Alors, vous pouvez écrire dans le clavardage ou vous pouvez répondre tout simplement en ouvrant votre micro. On a une question ici. Les enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté n'ont pas la capacité d'identifier leur propre genre. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité à votre avis? Et vous pouvez ajouter vos commentaires si vous le souhaitez. Alors, je vais me lancer alors. Peut-être qu'au prochain, on aura une participation. Je pense que vous le présumez, probablement, c'est un mythe. Comme un enfant est en processus pour développer son identité de genre tout au long de sa vie, un enfant dès 4-5 ans qui se définit comme personne trans ou non-binaire ou qui ressent fortement cette possibilité-là, est en mesure de l'exprimer. Alors, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui explorent au niveau de l'identité de genre se situent ou vont devenir des personnes trans ou non binaires, mais on a vraiment un rôle à jouer comme dans le développement émotionnel, comme dans le développement affectif, de se soucier de donner différentes représentations aux jeunes, aux enfants, pour les aider à acquérir une identité forte, assumée, épanouie. Donc, cette dimension-là est importante pour favoriser le mieux-être et la meilleure connaissance de soi. Et c'est un peu notre rôle comme parents, personnes tutrices, de s'assurer de l'épanouissement de nos jeunes. Mythe ou réalité? On choisit d'être transgenre et on peut choisir d'en changer. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Nous avons Sophie et Martin dans le chat qui nous mentionnent que c'est un mythe.
Merci énormément. Effectivement, c'est un mythe et comme on vient de le voir au niveau de notre pantin de la diversité sexuelle et de l'identité de genre, c'est une identité, elle se construit, elle se vit, elle se ressent et comme chacune de nous a sa propre identité et est très fière et jalouse en tout cas d'être reconnue dans son identité. Les personnes transgenres ne sont pas différentes de chacune d'entre nous et vivre leur identité. Il est évident que selon les milieux oppressifs dans lesquels vivent les personnes transgenres, il se peut qu'elles ne puissent pas l'exprimer dans les meilleures conditions. Donc, on ne puisse pas en être conscient si l'expression de genre ne correspond pas au sexe assigné ou aux considérations normatives auxquelles nous sommes habitués. Mais cette identité est profonde, réelle. Et choisir d'en changer, comme pour nos propres identités, si on se rapporte à nous-mêmes, est-ce qu'on peut choisir de changer notre propre identité? Nos identités peuvent évoluer, elles peuvent s'enrichir. Comme on le sait, ce sont des processus aussi qui peuvent exister tout au long de la vie. Ça peut être un processus continu aussi. Donc, c'est important à garder en tête. Et la dernière petite question, mythe ou réalité, une enfant qui n'entre pas dans les normes de genre ou qui exprime son genre de façon créative démontre qui elle est trans ou s'identifiera plus tard comme trans. Alors, je pense qu'on a répondu un peu à cette question-là tout au long du début de notre atelier et de nos questions. Est-ce que Mirfa, on a quelques réponses dans notre... Oui, alors encore Sophie et Martin mentionnent que c'est un mythe. Merci beaucoup, Sophie et Martin. Alors, être curieux, c'est la nature des êtres humains, mais on le sait en particulier des enfants. Et si les enfants ne sont pas rabroués, ne sont pas... on ne leur interdit pas d'explorer différents jeux, différentes couleurs, différentes expressions de genre, eh bien, il est fort probable que certains enfants vont avoir envie d'explorer. Et ça, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose d'adéquat. Et les enfants qui voudraient s'affirmer à l'intérieur d'une expression de genre qui est différente de leur sexe assigné, vont l'exprimer aussi. On voit beaucoup d'enfants, s'ils vivent dans un milieu assez inclusif, assez ouvert, et même des enfants qui ne vivent pas dans un milieu inclusif ouvert, peuvent s'affirmer fortement pour pouvoir se sentir bien parce que c'est ce qui leur permet de se sentir épanouis. Donc, on a un travail aussi à faire au niveau des écoles pour être et même des milieux de garde, parce que ça commence dès le service de garde, les stéréotypes de genre, les couleurs, la façon où les jeux sont distribués en fonction du sexe assigné. Donc, on a une responsabilité de faire un travail de déconstruction autour de ces enjeux-là. Alors, je vois qu'on est tout près de la fin. Et on a on a tellement de choses riches à partager. Donc, au niveau de la transition, je vais terminer sur cet aspect-là et je pourrais vous donner quelques minutes pour discuter de ces dimensions-là. Donc, une fois qu'on a fait le dévoilement, on a différentes étapes au niveau de la transition pour une personne trans. Donc, ça, c'est une fois elle s'est réconciliée dans la période de pré-dévoilement avec son identité. La personne trans peut décider, ou la personne non-binaire, d'aller vers différentes démarches pour s'affirmer. On a la transition sociale, donc l'affirmation de son genre à travers son expression, vêtements, coiffure, maquillage, binder, c'est en fait les vêtements qui permettent de dissimuler la poitrine, par exemple, le nom, les pronoms. On a la transition légale, donc le changement de la mention du sexe ou du nom sur les documents officiels, et la transition médicale.
l'affirmation de son genre à travers des traitements médicaux comme les bloqueurs de puberté, l'hormonothérapie, les chirurgies de confirmation de genre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la transition sociale et la transition légale ne demandent pas d'intervention médicale. Alors, ce sont déjà des étapes qui peuvent aider les personnes à se sentir mieux et auxquelles on peut chacune, comme éducateur, éducatrice, participer. Encourager, soutenir un jeune qui veut s'exprimer au niveau de sa transition sociale, c'est un comportement qui peut favoriser son estime de soi. La transition légale aussi, il y a une démarche à mener. Dans la fiche de documentation qu'on va vous partager, on a des ressources pour la transition légale. Elle demande bien sûr des frais d'administration, mais elle est tout à fait possible en Ontario et elle n'affecte pas nécessairement physiquement la personne. Pour la transition médicale, il y a différentes options. Les bloqueurs de puberté qui permettent de limiter la puberté jusqu'à ce que la jeune personne ait 18 ans ou plus pour décider si elle veut poursuivre le chemin de façon totale. Au niveau de la transition médicale, on a aussi des chirurgies de confirmation de genre et plusieurs personnes expriment le mieux-être mental, le mieux-être personnel d'être passé par les transitions médicales. Alors, pour les défis liés à la transition, on en a parlé quand même en partie. Donc, le rejet, le manque de soutien, les frais de thérapie. Souvent, il est préférable, il est bien d'être accompagné. Si on n'a pas accès à ces ressources-là, ça peut être difficile. Au niveau de la transition légale, on a des frais d'administration. Bien sûr, il peut y avoir aussi des répercussions dans le milieu de travail ou dans certains milieux qui nous avaient connus par rapport à une identité de genre présumée et qui nous découvrent à travers une autre identité. Mais il y a aussi des organismes comme Franco-Queer et d'autres organismes qui peuvent soutenir les milieux professionnels pour être plus outillés pour accueillir ce type d'expérience de façon constructive. Et puis, il y a de nouvelles attentes basées sur le genre. On sait que, par exemple, des personnes trans et non-binaires qui vont avoir une expression de genre, par exemple, plus féminine, vont peut-être subir des comportements autour du sexisme, autour des construits sociaux par rapport à l'identité de femme, chose perçue, sauf chose que peut-être qui était différente dans l'autre identité qui représentait le sexe assigné à la naissance. Et puis, pour les transitions médicales, on a encore beaucoup de travail à faire dans les milieux médicaux, des médecins réticents ou plus ou moins bien formés. Il n'y a pas assez d'intervenants dans le milieu de la santé qui sont éduqués. Il faut continuer le travail. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des effets sur le corps, par exemple, au niveau des hormones. Ça s'estompe avec le temps, mais au début, ça peut avoir des effets puissants dans la dimension des transitions. Alors, pour terminer, voici alors quelques peut-être conseils qu'on peut partager avec vous pour soutenir les jeunes par une approche affirmative. Favoriser des conditions optimales pour le développement personnel. C'est un résumé un peu de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Reconnaître notre influence en tant que direct et indirect quand on accueille ou quand on invisibilise ou quand on ne veut pas faire le travail en tant que personne alliée. Ça a un effet sur le vécu et ça continuera à avoir un effet sur le vécu des personnes trans et non-binaires. Accepter les commentaires avec humilité et responsabilité. On a parlé de l'auto-identification, on a parlé de notre volonté de mieux comprendre, mais la personne a le droit de nous partager ou pas, de nous éduquer ou pas. Et parfois aussi, les commentaires peuvent être assez bouleversant puisqu'on se sent fautif par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, mais c'est avec humilité et compréhension et volonté de poursuivre notre cheminement qu'on peut très certainement continuer à mieux s'outiller et à devenir une personne alliée soutenante.
et puis soutenir les droits, normaliser la diversité sexuelle de genre, dénormaliser la violence, c'est-à-dire agir dans les milieux que lorsque l'on a des blagues, des propos, des comportements qui sont transphobes, qui mettent ou excluent les personnes non binaires, réfléchir à nos propres comportements à l'intérieur de nos foyers, comment on aborde l'identité de genre, comme est-ce qu'on est encore mené par des stéréotypes, faire ce travail aussi, et c'est un processus continu, je continue à le faire, je pense qu'on n'a jamais fini de progresser dans l'apprentissage, et puis être clair dans l'expression de son soutien, ça c'est très important, même si on n'a pas toutes les réponses, parce que vous avez vu que la présentation est très riche et on peut se sentir démuni dans le cadre d'un dévoilement. Et on peut penser qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, mais comme parents éducateurs, comme dans les autres situations, accueillir de façon affirmative et bienveillante et sécuritaire le jeune, c'est la première étape qui peut faire vraiment du bien à notre jeune, et s'engager à faire le travail avec lui et aussi de notre côté, avec notre jeune, pour continuer à progresser dans la compréhension des enjeux. Alors, je vous remercie vraiment pour votre attention très soutenue. Je ne sais pas si vous voudriez prendre 5 minutes pour poser une question ou est-ce que... Alors, pour des fins éducatives, nous allons enregistrer la partie de l'atelier qui sera théorique. Les discussions ne seront pas enregistrées, donc on veut quand même vous aviser de cette dimension-là. Donc, vous avez la liberté d'être visible à vos écrans, d'avoir un pseudonyme si vous voulez, et on vous assure que vos interventions ne seront pas dans le contenu qui sera distribué. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous pouvez écrire votre OK dans le clavardage, nous montrer un petit signe. Merci beaucoup. Alors, je vous présente ici un pantin qu'on aime beaucoup. Merci Martin, merci Monia. Qui est un outil éducatif très important pour nous à Franco-Queer. C'est le pantin de la diversité sexuelle et de genre, et on va réviser ensemble les 4 composantes de l'identité. Alors, nous pensons en fait qu'il y a différents aspects dans la diversité sexuelle et de genre. Donc, les 4 dimensions de la diversité la diversité sexuelle et de genre sont l'identité de genre qui est identifiée au niveau de la tête. Excuse-moi Marie-Evelyne, on est encore sur la première diapo. Oh, je suis vraiment désolée. Je vais corriger ça tout de suite. Merci. D'accord. Je vous en prie. Alors, je vais vous partager. OK. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Excellent. Alors, vous avez en fait la composante de l'identité de genre qui est identifiée au niveau du cerveau, en fait, parce que l'identité de genre est une expérience identitaire, donc qui intègre notre réflexivité, notre sentiment d'identité. Donc, c'est pour cette raison que nous avons utilisé cette identification-là. L'attirance, qui est en fait représentée par 2 cœurs, parce qu'on a l'attirance sentimentale et l'attirance sexuelle. Le sexe assigné, donc c'est le sexe que l'on reconnaît dans le système médical, par exemple, à la naissance. Et puis, on a l'expression de genre, on voit en fait une personne s'observer à l'intérieur d'un miroir, et il y a un reflet aussi qui est renvoyé. C'est la manière dont une personne va exprimer
son identité de genre, qui peut être différente de son sexe assigné et qui peut être différente de son orientation sexuelle. Alors, on va essayer de mieux comprendre ces éléments-là. Alors, on avait vu une petite identification qui est le sexe assigné sur notre pantin. Alors, le sexe assigné à la naissance, c'est celui qui nous fait reconnaître à la naissance dans un système normatif qu'on a une personne qui est née femme ou fille, homme ou garçon, mais un aspect auquel on n'est pas toujours familier, c'est qu'il existe aussi les personnes intersexes. Donc, la classification biologique d'une personne lui assignant le plus souvent le sexe et le genre masculin ou féminin sur la base d'une évaluation visuelle de son anatomie externe à la naissance. Sauf qu'on sait que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe pour tout le monde. Certaines personnes ne se sentent pas en harmonie avec leur sexe assigné et leur identité de genre. Et on va essayer de mieux comprendre comment cette dimension-là s'exprime. Pour les personnes intersexes, vous avez le drapeau des personnes intersexes. Ce sont les personnes dont les caractères sexuels primaires à la naissance ne répondent pas aux critères médicaux du sexe féminin ou masculin. Donc, ce sont des variations biologiques naturelles qui se produisent dans 1,7% des naissances. Une personne diadique, c'est une personne qui n'est pas intersexe. Ce qui est assez déplorable, c'est qu'il y a eu beaucoup de chirurgies pendant plusieurs années qui ont été effectuées sur de très jeunes enfants en fonction du sexe qui semblait être le plus visible au niveau des personnes intersexes, mais il peut arriver que ces opérations-là ne sont pas en concordance avec l'identité de genre ressentie et vécue par la personne. Et ce sont aussi des opérations qui peuvent créer de grands traumatismes physiques, émotionnels, et certaines recherches les associent même à une certaine oppression vers les personnes intersexes. Au niveau de l'identité de genre, c'est la sensation intérieure et profonde d'être homme, d'être femme, d'être à la fois homme et femme, ou d'être, ça c'est très important parce que cette nuance n'est pas toujours prise en considération, ni l'un ni l'autre. Certaines personnes ne veulent pas être désignées ou se catégoriser à l'intérieur d'une identité de genre, ou bien se situer quelque part le long du spectre du genre. Donc, on peut comprendre ici que l'enjeu est d'autant plus important dans le développement d'un jeune, d'une jeune personne, puisque effectivement, on peut présumer comme parents, adultes, éducateurs, que la personne qui se forge par rapport à son identité de genre ou son orientation sexuelle est en processus, mais on est conscient que dès 3 ans, les jeunes personnes et les enfants sont en train de mieux considérer leur identité de genre et sont capables aussi de définir comment elles peuvent s'identifier par rapport à la société. Bien souvent, les enfants ou les jeunes qui ne s'expriment pas dans l'identité de genre qui leur correspond le mieux ne le font pas aussi si c'est quelque chose qui est vécu profondément et intériorisé, parce que les contextes sociaux, les contextes éducatifs représentent des modèles normatifs qui sont très loin de la possibilité pour eux de s'identifier, de s'exprimer. D'où l'importance de mettre à disposition des jeunes dans les écoles, dans nos foyers, dans les milieux communautaires, une diversité de représentations identitaires pour permettre aux jeunes de se sentir à l'aise, d'explorer et de se reconnaître dans une identité de genre qui lui correspond le mieux. Alors, quelques définitions par rapport à l'identité de genre. Donc, une personne cisgenre, je me suis définie comme telle tout à l'heure, et c'est surtout pour reconnaître aussi l'expertise et les connaissances et les savoirs qu'une personne trans et non-binaire peut nous apporter à l'intérieur de nos communautés, mais à l'intérieur aussi de ses formations. Donc, c'est une personne dont le genre correspond à celui qui lui a été assigné à la naissance. Par contre, une personne transgenre, donc on peut dire une personne trans, c'est la personne dont le genre ne correspond strictement
pas à celui qui lui a été assigné à la naissance. Et c'est aussi un terme parapluie parce qu'il y a plusieurs expressions identitaires à l'intérieur de l'identité transgenre, mais il y a aussi plusieurs orientations sexuelles possibles à l'intérieur de l'identité transgenre, comme c'est le cas pour les personnes cis ou comme c'est le cas pour les personnes hétérosexuelles. Donc, dans ce terme parapluie, on a les femmes trans, ou on peut dire une personne transféminine. C'est une personne qui s'identifie comme femme ou personne féminine, à qui on avait assigné le sexe masculin à la naissance. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on fait la différence. On peut se définir comme femme ou comme personne. Et il y a un ensemble de nuances au niveau de cette nouvelle appellation parce que une personne peut ne pas vouloir être catégorisée comme femme, mais peut se sentir représentée dans des caractéristiques féminines. Un homme trans ou une personne trans masculine est une personne qui s'identifie comme homme ou personne masculine à qui on avait assigné le sexe féminin à la naissance. Et vous avez le drapeau des personnes trans et non-binaires, mais particulièrement aujourd'hui même dans le drapeau progressiste, si vous l'avez observé autour de vous, c'est le drapeau avec les couleurs de l'arc-en-ciel où on a aussi le drapeau trans qui est intégré parce que même dans la communauté LGBTQIA2+, et dans les luttes qui ont eu lieu pour la valorisation et la représentation des différentes identités, les personnes trans et non-binaires étaient souvent invisibilisées, encore invisibilisées aujourd'hui sur leurs enjeux très propres auxquels on doit accorder de l'importance. Donc, on a réintégré ce drapeau pour mettre davantage en lumière ces identités. Alors, une personne non binaire, alors vous avez un drapeau ici, c'est donc une personne dont l'identité de genre se situe en dehors du modèle de genre strictement binaire homme-femme. Alors, on avait vu tout à l'heure dans l'identité de genre qu'on avait des curseurs et que à travers ces curseurs, on peut, comme être humain, se situer un peu plus vers une identité féminine, un peu moins vers une identité masculine, mais quand même dans l'identité masculine, et puis se situer aussi dans une identité qui est ni homme ni femme. Ça peut exister de façon imbriquée, donc toutes ces caractéristiques-là peuvent exister à l'intérieur d'une même personne dans son identité ou de façon séparée. Alors, seule la personne qui vit et qui se définit comme telle peut nous aider à mieux comprendre sa réalité si elle le souhaite en s'auto-identifiant. Donc, on ne peut pas présumer, même si on a une personne trans qui s'affirme devant nous, une personne non-binaire, que son identité va s'exprimer exactement comme celle d'une autre personne trans ou celle d'une autre personne non-binaire. Alors, c'est important d'être conscient de ces nuances-là. Une personne de genre fluide, c'est une personne dont l'identité de genre peut changer au cours du temps entre n'importe quelle combinaison de genre. Et ça peut être 2 ou plus. Et donc, ces personnes de genre fluide sont incluses dans la non-binarité et cette identité-là peut s'exprimer aussi de différentes manières. Et les personnes genderqueer ou genre queer, ce qui est un anglicisme, désigne une identité de genre qui n'est ni masculine ni féminine et en dehors du modèle de genre binaire homme-femme. Alors, ça peut être nouveau pour certaines d'entre vous, ça peut être très précis aussi et ça peut au début peut-être nous interpeller, mais ce qu'il y a d'intéressant par rapport à ces informations-là, c'est qu'elles sont là pour nous guider, pas pour nous décourager et que habituellement, on peut entrer en communication bienveillante avec les personnes concernées qui peuvent nous aider à mieux les situer, mieux les identifier, mieux entrer en relation avec elles. Donc ça, c'est un travail en fait de collaboration qu'on peut avoir avec les jeunes, les personnes qui nous sont chères, et puis apprendre à mieux comprendre les différentes nuances ensemble. Et les personnes à genre, donc, ce sont des personnes qui s'identifient à aucun genre spécifique. Et ça, c'est important, les deux
drapeaux qui sont représentés ici. C'est le travail aussi exhaustif de la reconnaissance de minorités à l'intérieur de minorités. Donc, ce sont les personnes bispirituelles, personnes autochtones d'Amérique du Nord qui incarnent à la fois un esprit féminin ou masculin, ou un esprit féminin et masculin, et dans l'identité de genre, d'orientation sexuelle, où l'identité spirituelle n'est pas limitée à la binarité masculin-féminin. Et on sait qu'à l'époque précoloniale, dans les communautés autochtones, c'était des identités qui étaient reconnues, et les personnes qui portaient ces identités avaient un pouvoir politique, une reconnaissance communautaire, et elles avaient aussi des responsabilités à l'intérieur des différentes communautés. La présence de l'Église catholique et la colonisation ont effacé ces identités en partie dans leur représentation. Aujourd'hui, les personnes autochtones et les communautés LGBTQIA2+, grâce aux luttes des personnes autochtones, font le travail réflexif et font le travail aussi pour mieux représenter ces identités à l'intérieur des communautés LGBTQIA2+. Alors, je vais maintenant vous céder un peu la parole. J'aimerais vous entendre par rapport à la façon dont on perçoit l'identité de genre d'une personne. Comment la société ou comment vous percevez-vous l'identité de genre à l'intérieur de vos milieux professionnels, à l'intérieur de vos écoles, à l'intérieur de vos milieux communautaires? Comment on peut définir qu'une personne s'identifie comme femme dans son expression de genre, comme homme ou bien comme personne non binaire? Est-ce que c'est possible? Et ça ne veut pas dire... donc, l'expression de genre, c'est l'apparence habituellement associée à un genre. Ça ne veut pas dire que c'est ce que la personne vit intérieurement dans son identité, mais nous avons tendance à juger comme être humain à partir de caractéristiques. C'est un peu normal, mais en être conscient peut nous aider aussi à évoluer dans nos façons de faire. Donc, le genre peut être exprimé entre autres par le comportement, l'habillement, la coiffure, les inflexions de la voix et le langage corporel. Au niveau de l'attirance sexuelle, les sentiments d'attraction ou son absence que ressent une personne envers d'autres personnes. Donc, c'est pour la dimension du pantin qui porte sur les cœurs. Et en fait, aussi pour les personnes trans et non-binaires, cette attirance sexuelle, elle peut s'exprimer comme pour nous tous, nous toutes, de différentes manières. Directement vers une femme, vers un homme, vers d'autres genres, un peu plus vers une femme, un peu plus en partie vers un homme, complètement vers un autre genre, tout ça ensemble ou tout ça de façon différente. Et il faut se rappeler aussi que l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ce sont des caractéristiques qui peuvent évoluer tout au long de la vie. Alors, ça aussi, c'est aussi propre à l'être humain de pouvoir s'approprier son identité et sa diversité sexuelle à travers un cheminement. Donc, qu'on ait 3 ans, qu'on ait 99 ans, il peut avoir un processus et c'est important de le reconnaître et de reconnaître les personnes qui se définissent et qui veulent être comprises dans cette dimension-là, car elles seules savent où elles se situent. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ces personnes-là ne vivent pas quelque chose qui est réel et profond pour elles. Et on a aussi l'attirance sentimentale dont on ne parle pas souvent parce qu'en plus de l'attirance sexuelle, il y a aussi une autre dominante dans ce qui nous pousse, l'élan qui nous pose vers un autre individu, d'autres individus. Ce sont les sentiments d'attraction émotionnelle, romantique, intellectuelle, amoureuse et ou spirituelle. Et on peut être attiré sentimentalement encore vers une personne du même sexe ou de la même identité de genre ou une personne de l'identité de genre ou du sexe opposé ou pour une personne de notre genre, mais on peut aussi être attiré sentimentalement de certaines manières
et sexuellement de d'autres manières. Donc, l'attirance sentimentale et l'attirance sexuelle peuvent cohabiter de façon relativement harmonieuse, mais elles peuvent exister aussi différemment. Et cette nuance-là, elle n'est pas souvent mise en évidence, mais elle est tout à fait réelle aussi pour bon nombre d'individus. Alors, pour terminer, en résumé, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a une diversité d'expressions au niveau de l'identité de genre. Elle peut évoluer selon l'âge, elle peut évoluer selon le contexte, elle peut s'orienter vers les hommes, vers les femmes, vers d'autres genres. L'attirance sexuelle et l'attirance sentimentale s'expriment aussi de manière très nuancée. Et pour le sexe assigné, en plus du sexe assigné femme, fille, homme, garçon, on a les personnes intersexes qui existent. Et au niveau de l'expression de genre, je pense qu'on a bien compris que elle peut s'exprimer de multiples façons. Donc, en résumé, on est des êtres humains avec une telle diversité, une telle richesse. Et il faut aussi comprendre que l'identité de genre n'est pas nécessairement corroborée à l'expression de genre. On en a parlé, donc on peut vivre une identité de genre et s'exprimer d'une autre façon pour différentes raisons. On peut aussi comprendre que l'attirance vers un sexe, vers un genre, ne se définit pas nécessairement en fonction de l'identité de genre qui est perçue. Donc, en résumé, encore une fois, l'auto-identification, la meilleure compréhension de soi est un aspect important pour pouvoir se définir au niveau de son identité de genre et de son orientation sexuelle. Et il est évident que lorsque l'on accompagne des jeunes personnes, on est consciente qu'elles se posent beaucoup de questions, elles sont dans un processus de maturité aussi, mais on a plusieurs ressources dans nos milieux et on encourage les parents et les personnes tutrices à aussi demander des ressources pour accompagner les jeunes, pour les aider à explorer leurs identités et pour se sentir pleinement épanouis dans les identités qu'elles vivent, qu'elles veulent vivre, mais aussi de se sentir épanouies si elles sont en questionnement, parce que être en questionnement, ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, et on peut être en questionnement à une certaine période de la vie, ou même tout au long de la vie, c'est tout à fait valable et valide. L'important, c'est d'avoir du soutien et du respect dans notre cheminement. Alors, on va maintenant passer au processus de dévoilement. Donc, c'est une partie, en fait, qui va nous demander une certaine ouverture, je pense, si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, mais c'est quelque chose qui peut être vécu à travers nos expériences professionnelles comme enseignants-enseignantes et même comme personnes alliées dans nos milieux, auprès de nos jeunes, etc. Donc, qu'est-ce que c'est le dévoilement? On le nomme souvent coming out. Donc, c'est un processus d'identifier et de révéler son identité sexuelle et de genre. Alors, ce qu'on aimerait vous faire prendre conscience, c'est que cette présentation-là est plutôt schématique, mais elle nous permet de nous situer. Cependant, le dévoilement et le processus de dévoilement ne suit pas exactement toujours un ordre linéaire. Et on peut faire des avancées et on peut reculer et on peut s'arrêter, on peut être en questionnement, etc. Donc, dans le coming out, souvent, on utilise souvent ce terme-là, la sortie du placard. On encourage les personnes à le faire si elles se sentent en sécurité. On a même une journée pour le coming out ici au Canada. Mais avant le dévoilement, en fait, il y a une étape importante qui s'appelle le pré-dévoilement et c'est l'acceptation de sa propre identité. Une personne trans ou non-binaire va d'abord avoir à s'accepter, se reconnaître, se sentir en sécurité ou en partie en sécurité avec la découverte qu'elle va faire d'elle-même pour ensuite se présenter et s'affirmer dans son identité sexuelle et de genre
peut-être souvent en petits groupes d'abord, avec des personnes proches, avec les membres de leur famille, et puis ultimement dans le milieu professionnel, le milieu scolaire, etc. Et dans le dévoilement, comme on le voit dans la partie au centre, c'est la communication de son identité réelle auprès de sa famille et de ses amis. Alors, vous avez déjà l'idée, juste entre le prédévoilement et le dévoilement, de la charge émotionnelle que cet exercice peut demander pour des personnes qui sont très rarement représentées dans les médias, des personnes qui sont très rarement représentées dans les milieux professionnels, même comme enseignants-enseignantes. Donc, exister dans cette identité qui est perçue dans la cisnormativité ou le cissexisme est une démarche très exigeante. Après la communication auprès de la famille et des amis, on a un processus qu'on parle d'une personne ouvertement assumée. Donc, c'est vivre sa vie sans cacher son identité dans tous les aspects de sa vie. Et là encore, pour les personnes trans et non-binaires, et cette définition d'être out, comme on le dit communément, c'est pas tout à fait fidèle à la réalité, parce qu'une personne trans et non-binaire va avoir, et même pour la plupart des personnes LGBTQIA2+, elles vont avoir à faire un coming out régulièrement, qu'on change de nouveaux milieux professionnels, qu'on entre dans une nouvelle communauté, qu'on change d'école, qu'on soit dans un nouveau processus éducatif, qu'on tombe amoureux, amoureuse. Il va falloir se dévoiler et s'assumer aussi. Le terme s'assumer est plus ou moins valable puisque ce n'est pas la personne à s'assumer. La personne est ce qu'elle est, qui elle est, mais c'est les systèmes oppressifs autour d'elle qui l'obligent à avoir à faire cet exercice. Donc ce processus-là est important, il est délicat, parce que dans ces périodes d'acceptation-là, le soutien social et le soutien émotionnel est extrêmement important. Et qui nous donne un soutien social et un soutien humain habituellement, ce sont les personnes qui sont proches de nous, donc nos amis, nos parents, notre famille, nos collègues de travail. Et si la réaction est négative, cela va avoir non seulement un impact majeur sur le sentiment de bien-être et la santé mentale des personnes trans et non-binaires, mais aussi ça va peut-être créer des effets dans la volonté de s'exprimer, de s'approprier son identité. Alors, ce qui représente de façon plus fidèle le processus de dévoilement, plutôt que de dire qu'on est arrivé à la fin du chemin, c'est de se rappeler, et c'est important comme personne qui soutenons, comme personne alliée, comme personne concernée, que c'est un processus continu. Donc, il y a le pré-dévoilement, donc l'acceptation de sa propre identité, mais après, avant de se dévoiler, de vouloir s'affirmer, de faire son coming out, de faire son dévoilement, on va évaluer à chaque fois le niveau de sécurité. Est-ce qu'il y a des risques de violence envers les personnes trans et non binaires? Est-ce qu'elles vont être moquées? Est-ce qu'elles peuvent perdre leur emploi? Est-ce qu'elles peuvent être isolées, exclues de la salle de classe? Alors, c'est des enjeux réels au quotidien pour les personnes trans et non binaires. Le dévoilement, donc la communication de son identité réelle aux personnes évaluées non dangereuses. Et là, on dit aux personnes évaluées non dangereuses parce que ce n'est pas parce qu'on a présumé qu'elles seront non dangereuses que tout va bien se passer nécessairement. On a vu dans des situations de coming out que les amis étaient entourés de personnes où les membres de la famille connaissaient des personnes trans ou non-binaires ou des personnes de la diversité LGBTQIA2+, mais quand est venue la réalité qui touchait directement leur famille, que c'était leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, la
capacité d'acceptation était ébranlée. Donc, c'est important d'être conscient et je vous encourage à en être conscient aussi et en parler autour de vous. Vous avez parlé que vous amorciez des processus pour déconstruire certains stéréotypes, certaines conceptions autour du genre. Mais ce sont des exercices extrêmement importants pour chacune d'entre nous, puisque ça peut réduire les stéréotypes, les biais, les préjugés que l'on a lorsque l'on va se retrouver dans une situation de dévoilement. Et puis, après le dévoilement, il y a une nouvelle situation. Donc, il y a en fait l'introduction d'une nouvelle personne ou d'une personne qui n'a pas été encore touchée par le dévoilement. Donc, chaque fois qu'une personne trans et non-binaire va faire son coming out et qu'elle va se sentir relativement en sécurité après avoir été exposée à différentes réalités dans son milieu, chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle personne qui s'intègre au cercle, elle va se reposer la question et refaire le processus d'évaluation de sécurité. Donc, c'est pour mieux comprendre la charge émotionnelle, la charge psychologique, la charge de violence qui entoure les personnes trans et non-binaires. Et ces charges-là se situent dans la cis-normativité, le cis-sexisme, la transphobie. Donc, nous avons un rôle d'allié pour alléger ces processus-là. Ce n'est pas la personne trans et non-binaire qui a à nous convaincre de la validité de son identité. Mais c'est à nous de faire notre travail, d'allier notre travail de personnes concernées pour alléger tous ces processus-là en nous éduquant comme on est en train de le faire aujourd'hui, en nous exposant à des discussions, en nous exposant à des modèles qui peuvent transformer nos conceptions des choses. Alors, l'impact de l'entourage est important. C'est ce qui a été nommé tout au long de ce que je viens de vous présenter. Environ 50% des jeunes LGBTQIA+ évitent de faire leur coming out de peur des réactions de leur entourage. Et on sait que les effets du coming out sur la santé peuvent dépendre davantage des réactions des parents que de la divulgation elle-même. Donc, la première expérience de dévoilement et de coming out qui va être faite en famille va, dans bien des situations, déterminer la suite de l'épanouissement des personnes trans et non-binaires. Alors, on sait que s'il y a eu des réactions extrêmement puissantes et vives, bien sûr, on peut toujours cheminer ensemble, mais il peut avoir un effet traumatique qui va affecter le reste du cheminement de la personne. Donc, on a un rôle extrêmement important à jouer comme famille, comme parents et comme milieu pour permettre aux jeunes trans et non-binaires de pouvoir poursuivre leur cheminement avec une certaine sérénité. Les personnes LGBTQIA2+, représentent entre 25 et 40% des jeunes vivant dans la rue. Alors, on peut imaginer que si le foyer, le milieu familial n'est pas accueillant, ces personnes-là vont avoir à quitter dans des conditions extrêmes leur milieu, leur réseau social, leur réseau de soutien, et ça va aussi affecter leur cheminement tout au long de leur vie. Alors, on va faire un petit travail maintenant ensemble par rapport aux mythes aux réalités. Alors, on va vous donner la parole. Alors, vous pouvez écrire dans le clavardage ou vous pouvez répondre tout simplement en ouvrant votre micro. On a une question ici. Les enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté n'ont pas la capacité d'identifier leur propre genre. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité à votre avis? Et vous pouvez ajouter vos commentaires si vous le souhaitez.
Alors, je vais me lancer alors. Peut-être qu'au prochain, on aura une participation. Je pense que vous le présumez, probablement, c'est un mythe. Comme un enfant est en processus pour développer son identité de genre tout au long de sa vie, un enfant dès 4-5 ans qui se définit comme personne trans ou non-binaire ou qui ressent fortement cette possibilité-là, est en mesure de l'exprimer. Alors, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui explorent au niveau de l'identité de genre se situent ou vont devenir des personnes trans ou non binaires, mais on a vraiment un rôle à jouer comme dans le développement émotionnel, comme dans le développement affectif, de se soucier de donner différentes représentations aux jeunes, aux enfants, pour les aider à acquérir une identité forte, assumée, épanouie. Donc, cette dimension-là est importante pour favoriser le mieux-être et la meilleure connaissance de soi. Et c'est un peu notre rôle comme parents, personnes tutrices, de s'assurer de l'épanouissement de nos jeunes. Mythe ou réalité? On choisit d'être transgenre et on peut choisir d'en changer. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Nous avons Sophie et Martin dans le chat qui nous mentionnent que c'est un mythe. Merci énormément. Effectivement, c'est un mythe et comme on vient de le voir au niveau de notre pantin de la diversité sexuelle et de l'identité de genre, c'est une identité, elle se construit, elle se vit, elle se ressent. Et comme chacune de nous a sa propre identité et est très fière et jalouse en tout cas d'être reconnue dans son identité, les personnes transgenres ne sont pas différentes de chacune d'entre nous et vivre leur identité. Il est évident que selon les milieux oppressifs dans lesquels vivent les personnes transgenres, il se peut qu'elles ne puissent pas l'exprimer dans les meilleures conditions. Donc, on ne puisse pas en être conscient si l'expression de genre ne correspond pas au sexe assigné ou aux considérations normatives auxquelles nous sommes habitués. Mais cette identité est profonde, réelle. Et choisir d'en changer, comme pour nos propres identités, si on se rapporte à nous-mêmes, est-ce qu'on peut choisir de changer notre propre identité? Nos identités peuvent évoluer, elles peuvent s'enrichir. Comme on le sait, ce sont des processus aussi qui peuvent exister tout au long de la vie. Ça peut être un processus continu aussi. Donc, c'est important à garder en tête. Et la dernière petite question, mythe ou réalité, une enfant qui n'entre pas dans les normes de genre ou qui exprime son genre de façon créative démontre qui elle est trans ou s'identifiera plus tard comme trans. Alors, je pense qu'on a répondu un peu à cette question-là tout au long du début de notre atelier et de nos questions. Est-ce que Mirfa, on a quelques réponses dans notre… Oui, alors encore Sophie et Martin nous mentionnent que c'est un mythe. Merci beaucoup, Sophie et Martin. Alors, être curieux, c'est la nature des êtres humains, mais on le sait en particulier des enfants. Et si les enfants ne sont pas rabroués, ne sont pas… on ne leur interdit pas d'explorer différents jeux, différentes couleurs, différentes expressions de genre, eh bien, il est fort probable que certains enfants vont avoir envie d'explorer. Et ça, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose d'adéquat. Et les enfants qui voudraient s'affirmer à l'intérieur d'une expression de genre qui est différente de leur sexe assigné, vont l'exprimer aussi. On voit beaucoup d'enfants, s'ils vivent dans un milieu assez inclusif, assez ouvert, et même des enfants qui ne vivent pas dans
milieu inclusif ouvert peuvent s'affirmer fortement pour pouvoir se sentir bien parce que c'est ce qui leur permet de se sentir épanouis. Donc, on a un travail aussi à faire au niveau des écoles pour être et même des milieux de garde parce que ça commence dès le service de garde, les stéréotypes de genre, les couleurs, la façon où les jeux sont distribués en fonction du sexe assigné. Donc, on a une responsabilité de faire un travail de déconstruction autour de ces enjeux-là. Alors, je vois qu'on est tout près de la fin. Et on a on a tellement de choses riches à partager. Donc, au niveau de la transition, je vais terminer sur cet aspect-là et je pourrais vous donner quelques minutes pour discuter de ces dimensions-là. Donc, une fois qu'on a fait le dévoilement, on a différentes étapes au niveau de la transition pour une personne trans. Donc, ça, c'est une fois elle s'est réconciliée dans la période de pré-dévoilement avec son identité. La personne trans peut décider, ou la personne non-binaire, d'aller vers différentes démarches pour s'affirmer. On a la transition sociale, donc l'affirmation de son genre à travers son expression, vêtements, coiffure, maquillage, binder, c'est en fait les vêtements qui permettent de dissimuler la poitrine, par exemple, le nom, les pronoms. On a la transition légale, donc le changement de la mention du sexe ou du nom sur les documents officiels, et la transition médicale, l'affirmation de son genre à travers des traitements médicaux comme les bloqueurs de puberté, l'hormonothérapie, les chirurgies de confirmation de genre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la transition sociale et la transition légale ne demandent pas d'intervention médicale. Alors, ce sont déjà des étapes qui peuvent aider les personnes à se sentir mieux et auxquelles on peut chacune, comme éducateur, éducatrice, participer. Encourager, soutenir un jeune qui veut s'exprimer au niveau de sa transition sociale, c'est un comportement qui peut favoriser son estime de soi. La transition légale aussi, il y a une démarche à mener. Dans la fiche de documentation qu'on va vous partager, on a des ressources pour la transition légale. Elle demande bien sûr des frais d'administration, mais elle est tout à fait possible en Ontario et elle n'affecte pas nécessairement physiquement la personne. Pour la transition médicale, il y a différentes options. Les bloqueurs de puberté qui permettent de limiter la puberté jusqu'à ce que la jeune personne ait 18 ans ou plus pour décider si elle veut poursuivre le chemin de façon totale. Au niveau de la transition médicale, on a aussi des chirurgies de confirmation de genre et plusieurs personnes expriment le mieux-être mental, le mieux-être personnel d'être passé par les transitions médicales. Alors, pour les défis liés à la transition, on en a parlé quand même en partie. Donc, le rejet, le manque de soutien, les frais de thérapie. Souvent, il est préférable, il est bien d'être accompagné. Si on n'a pas accès à ces ressources-là, ça peut être difficile. Au niveau de la transition légale, on a des frais d'administration. Bien sûr, il peut y avoir aussi des répercussions dans le milieu de travail ou dans certains milieux qui nous avaient connus par rapport à une identité de genre présumée et qui nous découvrent à travers une autre identité. Mais il y a aussi des organismes comme Franco-Queer et d'autres organismes qui peuvent soutenir les milieux professionnels pour être plus outillés pour accueillir ce type d'expérience de façon constructive. Et puis, il y a de nouvelles attentes basées sur le genre. On sait que, par exemple, des personnes trans et non-binaires qui vont avoir une expression de genre, par exemple, plus féminine, vont peut-être subir des comportements
autour du sexisme, autour des construits sociaux par rapport à l'identité de femme, chose perçue, sauf chose que peut-être qui était différente dans l'autre identité qui représentait le sexe assigné à la naissance. Et puis pour les transitions médicales, on a encore beaucoup de travail à faire dans les milieux médicaux, des médecins réticents ou plus ou moins bien formés. Il n'y a pas assez d'intervenants dans le milieu de la santé qui sont éduqués. Il faut continuer le travail. Et puis, bien sûr, il peut avoir des effets sur le corps, par exemple, au niveau des hormones. Ça s'estompe avec le temps, mais au début, ça peut avoir des effets puissants dans la dimension des transitions. Alors, pour terminer, voici alors quelques peut-être conseils qu'on peut partager avec vous pour soutenir les jeunes par une approche affirmative. Favoriser des conditions optimales pour le développement personnel, c'est un résumé un peu de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Reconnaître notre influence en tant que direct et indirect quand on accueille ou quand on invisibilise ou quand on ne veut pas faire le travail en tant que personne alliée. Ça a un effet sur le vécu et ça continuera à avoir un effet sur le vécu des personnes trans et non-binaires. Accepter les commentaires avec humilité et responsabilité. On a parlé de l'auto-identification, on a parlé de notre volonté de mieux comprendre, mais la personne a le droit de nous partager ou pas, de nous éduquer ou pas. Et parfois aussi, les commentaires peuvent être assez bouleversant puisqu'on se sent fautif par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, mais c'est avec humilité et compréhension et volonté de poursuivre notre cheminement qu'on peut très certainement continuer à mieux s'outiller et à devenir une personne alliée soutenante. Et puis soutenir les droits, normaliser la diversité sexuelle de genre, dénormaliser la violence, c'est-à-dire agir dans les milieux que lorsque l'on a des blagues, des propos, des comportements qui sont transphobes, qui mettent ou excluent les personnes non binaires, réfléchir à nos propres comportements à l'intérieur de nos foyers, comment on aborde l'identité de genre, comme est-ce qu'on est encore mené par des stéréotypes, faire ce travail aussi. Et c'est un processus continu. Je continue à le faire. Je pense qu'on n'a jamais fini de progresser dans l'apprentissage. Et puis être clair dans l'expression de son soutien. Ça, c'est très important, même si on n'a pas toutes les réponses, parce que vous avez vu que la présentation est très riche et on peut se sentir démuni dans le cadre d'un dévoilement. Et on peut penser qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, mais comme parents éducateurs, comme dans les autres situations, accueillir de façon affirmative et bienveillante et sécuritaire le jeune, c'est la première étape qui peut faire vraiment du bien à notre jeune et s'engager à faire le travail avec lui et aussi de notre côté avec notre jeune pour continuer à progresser dans la compréhension des enjeux.